Salut tout le monde! Dans cette série, je m'amuse à décortiquer des conflits politiques fictifs issus d'œuvres de la pop culture afin de déterminer qui est de droite et qui est de gauche dans l'affaire. C'est évidemment surtout une manière un peu fun de parler de ces concepts et d'en comprendre les subtilités. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller écouter l'épisode d'introduction dans lequel je définis clairement la droite, la gauche, le centre, les extrêmes, et où j'explique l'intérêt et la pertinence d'une telle catégorisation dans notre monde. Comme ça, vous pourrez suivre au mieux tout ce que je vais dire à partir de maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la querelle des amiraux dans Mass Effect 2 et 3. Attention, spoiler. Alors, pour ceux qui ont joué à ces jeux, vous vous souvenez sans doute de cette mission secondaire dans le second opus de la saga où vous devez aller aider votre coéquipière Tali'Zorah à faire face à un procès dans lequel on l'accuse de haute trahison. Une mission qui vous permet d'explorer plus en profondeur la culture et la politique des Cariens, le peuple dont Tali est issu. Et on y apprend notamment qu'il existe une dissension majeure au sein du plus puissant organe de pouvoir des Cariens, la Commission de l'Amirauté. C'est justement de cette dissension, la fameuse querelle des amiraux, dont je veux vous parler. Mais pour bien la comprendre, encore une fois, il faut faire un peu d'histoire. À la base, les Cariens sont originaires de la planète Rannoch, sur laquelle ils ont évolué et se sont développés au point de construire une civilisation à la technologie très avancée, capable de voyager dans l'espace et d'aller à la rencontre de toutes les autres espèces qui peuplent la galaxie dans l'univers de Mass Effect. Cependant, ils ont aussi décidé de créer des robots particulièrement intelligents pour les aider à effectuer toutes les tâches ingrates, des machines que l'on appelle les Geth. Or, à force de les rendre de plus en plus performants, les Geth ont fini par devenir des créatures conscientes, intelligentes, capables de libre arbitre. Bref, des individus à part entière et non plus seulement des machines. Et dès l'instant où les Geth ont commencé à prendre conscience de leur existence, mais aussi de leur statut social d'esclaves mécaniques, les Cariens ne leur ont pas laissé le temps de se rebeller et ont décidé de leur extermination immédiate. Pas de chance, les Geth ont résisté et s'en est suivi une guerre sanglante pour le contrôle de Rannoch, qui s'est soldée par la victoire totale des Geth. Les Cariens survivants ont été obligés de se réfugier à bord de vaisseaux spatiaux et de fuir à travers les étoiles à bord d'une immense flotte. Depuis ces événements, les Cariens vivent donc en nomades, allant de système solaire en système solaire pour trouver des ressources dont ils ont besoin pour survivre à bord de leur vaisseau. Une façon d'exister qui leur vaut d'ailleurs pas mal de rejets de la part des autres peuples de la galaxie, beaucoup plus sédentaires. Et évidemment, puisque cette flotte qui contient des milliers de vaisseaux et des dizaines de millions de Cariens s'est constituée en temps de guerre, cela influe énormément sur la façon dont est constitué le gouvernement. Dans le premier opus, en interrogeant Tali sur son peuple, on peut ainsi apprendre qu'officiellement, la loi martiale n'a jamais vraiment été levée et que, théoriquement, ce sont toujours les militaires qui ont le pouvoir. Sur chaque vaisseau, le capitaine est maître à bord et les capitaines sont eux-mêmes commandés par les amiraux qui se réunissent au sein de la commission de l'amirauté. Dans les faits, cependant, elle explique que le système s'est largement démocratisé et que chaque vaisseau élit en réalité un conseil de bord civil qui dirige les affaires avec le capitaine et qu'un conclave, une sorte d'assemblée générale, a été créé au sein de laquelle chaque vaisseau envoie un représentant et qui partage le pouvoir avec la commission de l'amirauté. Elle mentionne même un droit de veto dont dispose la commission de l'amirauté sur les décisions du conclave, mais qui est soumis à une condition: si les amiraux l'utilisent, ils doivent aussi tous démissionner et laisser d'autres devenir amiraux à leur place. On a donc affaire à un système complexe où civils et militaires se partagent le pouvoir et prennent les décisions par la concertation, en prenant en compte le poids politique réel de chacun. Dans la mission du second opus, si l'on interroge le capitaine du Raya, le vaisseau agricole sur lequel se déroule le procès, on se rend compte, par exemple, que l'importance vitale d'un vaisseau pour le reste de la flotte apporte un poids politique non négligeable. Le Raya fournissant un tiers des besoins en nourriture de la flotte, cela lui donne en effet beaucoup de pouvoir.
Et on peut en déduire que les vaisseaux de guerre ont un poids tout aussi important dans la mesure où ils permettent de protéger tous les autres. Pourtant, et c'est là que c'est intéressant pour moi, il n'y a pas un seul et unique leader dans ce système politique. Pas de président ou de général en chef, puisque même la commission de l'amirauté, l'organe de pouvoir le plus restreint, compte 5 membres qui ont tous un pouvoir équivalent en son sein. En bref, toutes les décisions prises doivent être prises collégialement, et ça suppose donc des manœuvres politiques, des tentatives d'influencer le débat, des luttes entre courants politiques pour le pouvoir. Pile ce dont on a besoin pour identifier la gauche et la droite dans tout ce tintouin. Pour en revenir au procès de Tali, on réalise très vite, au cours de celui-ci, que les accusations portées contre elle n'ont en réalité pas beaucoup d'intérêt pour les amiraux, qui cherchent plutôt à se servir du procès pour faire valoir au grand jour leurs disputes et se rallier des soutiens à leurs causes respectives. La question qui se pose réellement dans le procès étant: est-ce que les Cariens doivent se lancer dans une guerre pour tenter de reconquérir Rannoch, leur planète d'origine? Et à cette question, chaque amiral semble avoir sa propre réponse. Dans un premier temps, il y a le camp de l'amiral Han Guerel qui commande à toute la flotte de guerre. Lui, sa position est claire. Il veut de cette guerre contre les Geth. Il veut reconquérir Rannoch. Pour lui, c'est le seul espoir d'avenir meilleur pour les Cariens. Son opposant principal, c'est Zal Koris, le commandant de tous les vaisseaux civils de la flotte. Et son projet est simple aussi. Plutôt que d'essayer de se lancer dans une guerre meurtrière contre les Geth, il veut que les Cariens trouvent une planète habitable pour eux et essaient de la coloniser. La tâche sera difficile car ce peuple dispose d'un système immunitaire très faible et peu adaptable à d'autres planètes que Rannoch, mais il estime que c'est sur ce projet qu'il faut concentrer les efforts de la flotte. Entre les deux se trouve l'amiral Shalaran, qui commande aux patrouilleurs de la flotte, qui servent à la fois de police et d'éclaireurs. Elle, de son côté, refuse de prendre position dans cette querelle, que ce soit lors du procès ou même au sein de la commission de l'amirauté lors des débats. Même si celle-ci ne déploie pas de discours pour justifier sa position, le résultat de son absence d'engagement est clair. La commission est incapable de prendre une direction et la flotte continue d'exister telle qu'elle existe actuellement. Alors, qui est de droite, qui est de gauche, et est-ce que Shalaran est vraiment au centre? Voilà la véritable question. À première vue, Zal Koris et Han Guerel veulent tous les deux changer la façon de vivre des Cariens en leur permettant de s'installer sur une planète, que ce soit sur leur planète d'origine ou sur une autre. Et ce qui semble les différencier, c'est plutôt la méthode. On pourrait alors croire que les deux sont de gauche, puisque leurs programmes respectifs remettent en question la hiérarchie sociale en place afin de permettre à tous les Cariens de vivre mieux. Et dans ce cas, ce serait plutôt Shalaran qui, en adoptant une position neutre qui empêche tout changement, protège le système en place et représente une force de droite. Sauf qu'en réalité, c'est bien cette question de méthode qui est cruciale pour comprendre le véritable enjeu de la querelle des amiraux. En effet, comme je l'ai expliqué, au sein de la flotte carienne, les militaires ont énormément de pouvoir. Et plus encore, au début de l'Exode, ils avaient même un pouvoir quasi absolu. Ce n'est que plus tard que des conseils de bord puis le conclave ont commencé à apparaître et à diminuer leur pouvoir. Mais il reste, grâce à la commission de l'amirauté et au capitaine de chaque vaisseau, extrêmement puissant. Ce sont clairement les personnes les plus privilégiées de ce système, à tel point que, quand on apprend que Tali est la fille d'un des amiraux, notre personnage ironise sur le fait qu'elle est une princesse, et elle-même admet qu'il y a de grandes attentes autour d'elle, simplement parce qu'elle est fille d'amiral. L'évolution du personnage au sein de la société carienne montre d'autant plus cette préséance de la classe militaire, puisqu'on lui confie très vite le commandement de missions d'importance, et qu'elle devient même amirale elle-même dans le 3e opus. Au-delà de ça, de nombreuses mentions font état de solides liens amicaux entre les familles de Tali, de Shalaran et de Han Guerel, bien avant qu'ils ne soient nommés amiraux, montrant une véritable logique d'entre-soi au sein de la classe militaire. Bref, la société carienne est très favorable à la classe militaire. Et quand on considère ça, la position de Han Guerel, qui veut reprendre Rannoch en faisant la guerre aux Geth, ce qui reste un projet assez lointain, a surtout un effet immédiat très clair.
justifier que les militaires disposent de toujours plus de pouvoir au sein de la flotte, quitte à prendre des risques parfois inconsidérés, ce que son opposant Zal Koris reproche justement à Tali et à son père lors du procès. Et puisqu'on en parle, à l'inverse, Zal Koris, en souhaitant s'éloigner de l'option militaire, veut s'appuyer sur la branche civile de la flotte pour trouver une solution. Il veut donc réduire le pouvoir des militaires, quand bien même en est-il un lui-même. C'est donc bien Zal Koris qui est de gauche et Anguerel qui est de droite, et d'une droite plutôt radicale d'ailleurs, puisqu'il veut effectivement renforcer les pouvoirs des amiraux au sein de la flotte. Alors, si Zal Koris est de gauche et que Anguerel est de droite, est-ce que cela fait de Shalaran, qui semble hésiter entre les deux propositions, une centriste ? Eh bien, non. Car, à mon sens, Anguerel n'est pas seulement de droite, il est carrément d'extrême droite, ou au moins à la limite floue entre la droite et l'extrême droite. De fait, en souhaitant faire la guerre aux Geth pour reconquérir Rannoch, il estime que les Cariens ont plus de légitimité que les Geth à vivre sur cette planète. Il fait donc une hiérarchie entre les deux et développe un discours où tout bon Geth est un Geth mort. En d'autres termes, il essentialise son ennemi pour justifier sa politique, refusant d'emblée tout discours envisageant la paix avec les Geth ou leur légitimité à vivre sur leur planète d'origine. Car oui, les Geth sont aussi originaires de Rannoch. Bref, il voit les deux factions comme irréconciliables, ce qui est propre à l'extrême droite. Cependant, je le place à la limite entre la droite et l'extrême droite, parce que les Geth, à ce moment-là de l'histoire, ne font plus partie de la société carienne, et donc du contexte politique au sein duquel se joue la querelle des amiraux. Anguerel ne va pas en effet jusqu'à essentialiser les civils, par exemple, en expliquant que c'est une sous-classe de son peuple par nature. Mais si Anguerel se trouve à la limite entre la droite et l'extrême droite, alors la position hésitante de Shalaran devient plus claire. En réalité, elle est la dernière tenante d'une position politique de soutien au système actuel. Il semble que la vie au sein de la flotte nomade lui convienne très bien, qu'elle trouve que la domination des militaires est une bonne chose et s'accommode de l'influence des civils. En d'autres termes, elle soutient le pouvoir en place, la hiérarchie sociale en place, sans vouloir la renforcer ou la mettre en cause. Elle est donc de droite. Simplement d'une droite plus modérée que celle que représente Anguerel. C'est donc un choix conscient que de ne pas prendre parti et de bloquer le débat parce que, au vu de la composition actuelle de la commission de l'amirauté, c'est la seule stratégie qui lui permet de bloquer toutes les volontés de réforme et de faire gagner son propre camp, celui qui veut que la flotte nomade continue d'exister telle qu'elle existe à ce moment-là du récit. Mais justement, c'est là que la querelle des amiraux devient on ne peut plus intéressante. En fait, ce que ce procès nous dépeint, c'est une situation politique dans laquelle la position de Shalaran n'est plus tenable. À aucun moment du jeu, il ne nous est décrit comment cette position était perçue par le passé. Mais ce que l'on constate clairement, c'est que les Cariens ne veulent plus vivre dans la flotte nomade. L'immense majorité d'entre eux veulent retrouver une vie sédentaire sur une planète. Et pour cause, à bord de la flotte, les ressources sont rationnées, les vaisseaux sont de plus en plus vieux et nécessitent de plus en plus de travail pour être entretenus, et tout le monde est obligé de vivre en permanence dans des combinaisons pour éviter de tomber malade. Bref, les Cariens en ont marre et exigent un changement, c'est ça le véritable enjeu de la querelle des amiraux. De fait, Anguerel représente la solution apportée par les militaires à ce problème. On ne peut plus vivre dans la flotte, alors faites confiance aux militaires qui vous dirigent pour écraser ceux qui vous ont volé votre foyer et pour vous ramener au bercail. Donnez-nous plus de pouvoir et nous détruirons vos ennemis pour vous donner une vie meilleure. Quant à Zal Koris, il représente la solution de gauche, celle qui consiste à retirer toujours plus de pouvoir aux militaires, et surtout ce qui justifie leur position actuelle, afin de permettre la colonisation d'un nouveau monde qui appartiendra à un gouvernement plus démocratique, plus égalitaire. Et, petit à petit, Shalaran, face à l'échec clair de sa politique, est acculé à faire un choix entre les deux positions. Elle est d'autant plus acculée d'ailleurs que les choses sont en train de s'accélérer au sein de la commission de l'amirauté. On apprend en effet, lors du procès, que la position de Anguerel est en train de gagner de plus en plus de terrain. De fait, comme je l'ai expliqué au début, la commission de l'amirauté ne compte pas seulement 3 membres, mais 5. Et donc,
En plus de Anguirel, Zalcoris et Shalaran, il y a aussi 2 autres amiraux. D'abord, Raël Zora, le père de Tali, dont le rôle concret au sein de la flotte n'est jamais clairement déterminé, mais qui semble être politiquement du côté de Anguirel, puisqu'il mène des recherches illégales et dangereuses sur les Geth pour trouver des moyens de les combattre plus facilement. Shalaran le dit elle-même, il veut rendre la flotte plus forte, ce qui se traduit par renforcer le pouvoir des militaires et rendre leur planète d'origine aux Cariens. Bref, il y a clairement au sein de l'amirauté 2 voix très en faveur de la guerre. Pas assez pour faire une majorité absolue, mais une majorité relative néanmoins. Et la balance penche d'autant plus de ce côté qu'on nous explique qu'une toute nouvelle amirale vient d'être nommée à la commission de l'amirauté, l'amiral Daro Xen, qui a une position encore plus extrémiste que Anguirel. En effet, de son côté, en tant que chef des projets de recherche au sein de la flotte, elle estime que les Geth ne doivent pas seulement être combattus et chassés de Rannoch, mais qu'ils doivent carrément être réduits en esclavage comme ils l'étaient autrefois, et comme ça devrait être l'ordre naturel des choses selon elle. En gros, une suprémaciste carienne que l'on peut placer à l'extrême droite, puisque son projet politique consiste à intégrer les Geth dans la société carienne en tant que sous-classe immuablement inférieure. Elle est donc évidemment pour la guerre contre les Geth sur le principe, mais ne vote pas en ce sens pour des raisons purement pratiques. Elle attend d'avoir développé les technologies nécessaires pour être sûre de l'emporter dans le conflit à venir et de pouvoir soumettre les Geth une fois la victoire assurée. Bref, tout cela nous indique que la balance au sein de la commission de l'amirauté est en train de pencher de plus en plus à l'extrême droite, et ce n'est qu'une question de temps avant que Shalaran ne soit obligé de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre, soit en soutenant le projet de gauche de Zalcoris et probablement de la branche civile du gouvernement, soit en acceptant de déclencher la guerre. Et, à votre avis, quel choix finit-elle par faire dans le 3e opus de la saga ? Eh bien, sans surprise, quand la position de droite modérée devient intenable, celle-ci se tourne plus facilement vers l'extrême droite que vers la gauche. Et c'est effectivement ce qu'il se passe au moment où Daro Xen présente les résultats de ses recherches et annonce qu'elle est enfin prête à faire la guerre. Shalaran décide de voter dans ce sens, et ce alors même que la gauche avait gagné du terrain au sein de la commission grâce à la nomination de Tali Zora à la place de son défunt père. Car oui, pour répondre à la question du titre de l'épisode, Tali Zora est bien de gauche, et même sans doute plus à gauche encore que Zalcoris lui-même. Mais elle ne l'a pas toujours été. Son parcours est d'abord d'être la fille de son père, éduquée dans les valeurs de celui-ci. Elle voue une haine aux Geth qui ont condamné son peuple à vivre en nomade, et souhaite avec ardeur pouvoir vivre comme les autres espèces, sans combinaison. Du coup, elle estime effectivement que reprendre Rannoch par la force est la seule solution qui s'impose. Mais en suivant les aventures du commandant Shepard, et en collaborant notamment avec les Geth contre un ennemi commun, elle finit par changer d'avis, et petit à petit adopter une position nouvelle, dont elle-même n'ose pas parler officiellement tellement celle-ci est étrange. Elle envisage de dialoguer avec les Geth, et peut-être même de trouver des moyens de cohabiter. J'ai d'ailleurs une petite théorie à ce sujet. Au cours du jeu, il n'est jamais vraiment expliqué comment les nouveaux amiraux sont nommés à la commission, mais j'ai l'impression que c'est une décision qui est prise collégialement, en incluant beaucoup de monde, sans doute le conclave, les militaires dans leur ensemble, et les membres de la commission de l'amirauté en place eux-mêmes. L'influence du conclave permet d'expliquer pourquoi Zalcoris, un amiral pro-gouvernement civil, a pu y être nommé. L'influence des militaires explique sans doute pourquoi une personnalité suprémaciste très marginale comme Daro Xen a pu être choisie. Mais pour la nomination de Tali, je penche plutôt pour l'influence des amiraux eux-mêmes. En effet, elle est la fille de Raël Zora, qui était un allié politique et un ami de Anguirel. Il y a donc tout à parier qu'ils se disent qu'elle votera dans son sens. De la même manière, elle considère Shalaran comme sa propre tante. Celle-ci a aussi pu considérer qu'elle serait un soutien. Et les positions affichées de Tali ayant toujours été en faveur du pouvoir des militaires, je crois qu'elle a été nommée parce que les uns et les autres avaient l'espoir qu'elle fasse pencher la balance du côté droit, qu'il s'agisse de la droite modérée de Shalaran ou de la droite plus extrême de Anguirel. Sauf que, pas de chance, elle avait déjà changé de bord politique à ce moment-là, sans en faire la publicité, et c'est donc une personnalité de gauche qui a émergé.
À mon avis, son vote contre la guerre, en soutien à Zalcoris, lors du vote décisif, a dû pas mal surprendre les autres à ce moment-là, même si la partie était déjà tranchée en faveur de la guerre par le revirement de Shalaran. Et donc, dans la querelle des amiraux, Daroxen est sans aucun doute d'extrême droite, Angerel et Rael Zora sont à la limite entre la droite et l'extrême droite, Shalaran représente une droite modérée, Zalcoris est de gauche, et Tali Zora finit par représenter une branche de gauche tellement radicale, au vu de l'état du débat, qu'elle n'ose pas en parler ouvertement. Et vous alors, quand vous avez joué au jeu, vous avez été plutôt de gauche ou de droite dans vos choix ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, j'espère que mes explications étaient claires, que ça vous a permis de comprendre un peu mieux la différence entre la droite et l'extrême droite sur le plan programmatique, mais aussi qu'en cas de crise de régime, la position de la droite modérée devient intenable et qu'un choix s'impose alors entre l'extrême droite et la gauche pour sortir de la crise. Bref, si cet épisode vous a plu, je vous invite évidemment à vous abonner pour m'écouter décortiquer d'autres conflits politiques fictifs, à le partager, à liker et à me dire dans les commentaires les fictions que vous voudriez que je traite dans les prochains épisodes. A plus!